Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Après 3 semaines de flottement, l'exécutif a donc tranché hier. L'article 24 qui prévoyait d'interdire certaines vidéos de policiers va être intégralement réécrit. On va vous demander comment dans les jours ou les semaines qui viennent. Mais c'est ce qu'a annoncé hier le patron des députés En Marche, Christophe Castaner. Nous allons donc proposer une nouvelle écriture complète de l'article 24. Trop de questions subsistent. Nous devons éteindre ces doutes. C'est un recul ou c'est un geste d'apaisement ? Moi, je regrette que le président de la République et sa majorité aient sur les questions de sécurité la main qui tremble. Cette loi, cette proposition de loi dite de la sécurité globale, si on le dit avec justice et justesse, vise à améliorer la protection que méritent nos forces de l'ordre, à clarifier les compétences entre la police nationale, la gendarmerie, les polices municipales, clarifier aussi les questions liées à la vidéoprotection, par exemple, et le fameux article 24 disait tout simplement qu'il faut sanctionner les diffusions malveillantes d'images et de visages des policiers qui méritent notre protection. Alors, ce qui laisse sceptique pas mal de juristes. Alors, le gouvernement a sans doute, là où vous avez raison, fauté par imprudence, maladresse, précipitation. Habituellement, quand un projet de loi est déposé, vous savez qu'il passe d'abord sous les fourches codines du Conseil d'État. Une proposition de loi, ce qui n'était pas passée le cas, par le Conseil d'État. parce que c'était une proposition de loi. Et donc, sans doute que ces gesticulations politico-médiatiques pour faire croire qu'on prenait à bras-le-corps un problème ont conduit à ces approximations. Il n'empêche, j'ai voté ce texte et j'en suis fier parce que je considère que nos forces de sécurité méritent la protection absolue de la République. Sauf que depuis 5 jours maintenant, ce sont plutôt les adversaires au texte qu'on entend dans les médias et pas vous, ceux qui avez voté le texte. Pourquoi la droite n'a pas pris l'assaut des médias justement pour le défendre, ce texte ? Est-ce que vous aviez quand même un malaise ? Vous ressentiez quand même un malaise ? Moi, pas du tout. C'est d'ailleurs très intéressant et très malheureux ce qui se passe dans notre pays entre le bruit médiatique et la réalité de ce que pensent nos compatriotes. Je m'explique. Qu'est-ce qui se passe depuis 5 jours ? Vous avez un président de la République, son Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, tous les groupes de la majorité présidentielle à l'Assemblée, les groupes au Sénat, qui, pendant 5 jours, chacun doit mesurer, du matin au soir, se réunissent, se rencontrent pour aboutir à une décision de réécriture. D'ailleurs, on en reparlera probablement, dont les modalités restent à définir, parce que je rappelle que constitutionnellement, actuellement, ce texte est désormais au Sénat, puisqu'il a été voté par l'Assemblée nationale. Ça tombe bien, vous y avez la majorité. Et nous y avons la majorité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un fait divers inacceptable avec 4 policiers qui s'en sont pris violemment à un individu, Michel Zecler. Ces policiers ont immédiatement été suspendus. Après la diffusion de la vidéo. Après la diffusion. Ils ne l'avaient pas été avant. Des images. Ils ne l'avaient pas été avant. Oui. Non, mais je vais y revenir, on est bien d'accord. Même, à l'heure où nous parlons, 2 d'entre eux sont en prison, à la prison de la santé. Sanction immédiate liée à des faits condamnables. Liés à la diffusion de la vidéo par un site d'information. 48 heures après, se déroulent à Paris, dans plusieurs villes de France, des manifestations d'une violence inouïe. 98 policiers et gendarmes ont été blessés en France, rien que pour la journée de samedi. Sur environ 3 millions d'interventions des policiers et gendarmes en France chaque année, selon la police des polices, l'IGPN, seuls 0,32% font l'objet de signalements auprès de la police des polices. On a une écrasante majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, de nos 250 000 policiers et gendarmes qui sont irréprochables. Je dis que les Français, et moi avec eux, nous ne supportons plus le 2 poids, 2 mesures. Il est logique et légitime que des forces de sécurité qui se comportent mal soient sanctionnées, c'est le cas. Mais qu'attend le président de la République pour nous dire où en sont les démantèlements des groupuscules d'extrême gauche, les Black Blocs, qui tous les week-ends Guillaume Pelletier, s'en prennent à nos forces de l'ordre de manière violente. Vous avez vu les images. Est-ce qu'il existe des violences policières, selon vous ? Est-ce qu'il existe des violences policières ? Il existe de manière très minoritaire des violences commises par des policiers, et ces violences... Pourquoi pas violence policière ? Parce que ce serait institutionnaliser l'idée que les policiers sont violents. Non.
Je le dis avec fermeté, avec clarté, avec gravité. Non, il existe des policiers qui se comportent mal. C'est rarissime. Ils sont immédiatement sanctionnés et c'est logique. Par contre, les voyous, les délinquants, les bandits, les groupuscules qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Vous avez vu les images de samedi soir. Il y a des interpellations à chaque manifestation. Où sont-ils? Ils sont en prison à l'heure où nous parlons, comme les policiers qui non. Non, mais juste, c'est tout le problème. Voyez, c'est tout le problème. Ils ne sont pas en prison. Ils vont, comme dans la plupart des cas, ressortir libres. Il n'y aura pas de comparution immédiate. Les condamnations seront faibles, feront l'objet d'appels. Ça suffit. Ça s'appelle la justice. Non, la justice, justement, elle doit être... C'est tout simple. C'est un principe de bon sens. Elle doit être juste. Elle doit être équitable. Que l'on sanctionne des policiers qui se comportent mal. Guillaume Pelletier, aujourd'hui, il vous semble que la justice ne traite pas de la même manière quelqu'un qui frappe un policier ou quelqu'un qui est frappé par un policier. C'est exactement ce que je viens de dire. Ce sont les juges qui font mal leur travail. Je pense qu'en France, il y a 2 poids, 2 mesures, selon que vous êtes puissant ou misérable. Il n'y a que 2 solutions. Soit ce sont les policiers qui ne les amènent pas jusqu'à la justice, soit ce sont les juges. C'est le cas, ils les amènent à la justice. Donc c'est la justice qui ne fait pas son travail. Et c'est la raison pour laquelle, avec notre groupe parlementaire, avec Éric Ciotti par exemple, nous avons proposé, et le gouvernement ne nous a pas entendu, qu'il y ait des peines automatiques, des peines planchées, dès qu'un individu s'en prend aux forces de l'ordre. Il faut une police et une gendarmerie républicaine. C'est le cas. Il faut probablement améliorer les formations. Très bien. Il faut sanctionner de manière exemplaire ceux qui se comportent mal. Très bien. Mais je ne voudrais pas qu'à travers ces faits divers déplorables, on oublie l'essentiel. Il y a en France une montée de la violence, de la délinquance. Il y a, à l'heure où nous parlons, 4111 fichés FSPRT pour terrorisme qui continuent à vivre libres dans notre pays et qui ne sont pas expulsés. Nous avons près de 200 condamnés pour terrorisme qui vont sortir de prison d'ici 2023. Et pendant ce temps-là, nous ne parlons pas de l'essentiel. Guillaume Pelletier, dans votre discours, dans votre défense de la police, dans votre refus d'utiliser cette expression de violence policière, dans les chiffres que vous avez rappelés, c'est-à-dire le taux de dérapage, de violence policière, même si vous ne voulez pas utiliser ce mot-là, ce sont quasiment les mêmes mots qu'utilise Gérald Darmanin depuis plusieurs jours pour défendre la loi et pour défendre l'article 24. Vous continuez à considérer qu'il est un bon ministre de l'Intérieur aujourd'hui, y compris après ce qui s'est passé hier ? Je l'ai écouté avec attention pendant les 2 heures d'audition devant la commission des lois hier soir à l'Assemblée nationale. Je me retrouve dans la plupart de ses propos. Donc il reste un bon ministre, mais on ne l'écoute pas assez au gouvernement. C'est même pas la question n'est pas Gérald Darmanin. Le problème, c'est Emmanuel Macron. C'est un gouvernement qui, à force de faire du en même temps, de faire semblant, de sombrer dans l'hypercommunication, d'oublier de traiter les problèmes à la racine, eh bien, ce gouvernement est en train de s'étioler de l'intérieur. Et les Français voient un président de la République devenu incapable, je dis bien incapable de régler les problèmes des Français. Les questions liées à l'ordre et la sécurité, je le dis et je le rappelle, ce sont tous ces apprentis terroristes en liberté, tous ces condamnés pour terrorisme qui vont sortir de prison. On ne protège pas les Français. Il faut que chacun mesure la gravité. Et nous parlons pendant 5 jours et 5 nuits d'un article 24. Il suffisait simplement au président de la République d'appeler le président du Sénat et notre président de groupe majoritaire au Sénat pour leur dire, voilà, peut-être qu'il y a une ambiguïté et là, on aurait dit que la séparation des pouvoirs, on avait pris un coup. Ouais. Oui, Guillaume Pelletier, je vous interromps un instant. Si on pouvait, si le président de la République, plutôt que de faire de l'entre-soi et du nombrilisme, s'adressait davantage à l'opposition et écoutait davantage les propositions de l'opposition, on n'en serait pas là aujourd'hui. 8h41, le fil info avec Mélanie Delaunay, on poursuit juste après. C'était comme un film sur les naufrages, mais en pire, raconte le skipper du Vendée Globe. Kevin Escoffier a été secouru cette nuit par son concurrent Jean Le Cam, après avoir passé quasiment 12 heures sur un radeau de survie. Les parlementaires LREM vont présenter une proposition de réécriture de l'article 24 de la loi sécurité globale d'ici les vacances de Noël. Réécriture annoncée hier par le patron des députés de la majorité, Christophe Castaner. Quand on n'est pas compris, il faut savoir humblement se dire on réinitialise, explique ce matin sur France Info Patrick Mignola, le chef de file du groupe Modem à l'Assemblée. 2 ans exactement après la mort de Zineb Redouane, cette femme de 80 ans touchée par une grenade lacrymogène à sa fenêtre lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Marseille. Une contre-enquête du site Disclose remet en cause le rapport officiel et affirme qu'un CRS a effectué un tir tendu de lacrymogène avec un lance-grenade alors que c'est interdit. Les surveillants des collèges et des lycées se mobilisent aujourd'hui. Les assistants d'éducation appelés à faire grève pour dénoncer la précarité de leur statut, mais aussi leurs conditions de travail compliquées par l'épidémie de Covid.
France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le vice-président des Républicains Guillaume Pelletier, Jean-Luc Mélenchon a fait une proposition hier dans les colonnes du journal L'Opinion. Le leader des Insoumis estime qu'on pourrait revenir à une forme de service militaire qui serait obligatoire. Et pourquoi pas dans la police pour tenter justement de rapprocher les jeunes et les forces de l'ordre. C'est une bonne idée ? Oui, c'est une proposition que j'ai moi-même faite dans mon livre, Milieu de cordée, parce que j'ai regretté, c'était il y a 20 ans, la fin de ce qui constitue le creuset civique républicain qui permettait à des millions de Français de toutes conditions, de toute origine, de se rencontrer, de passer du temps ensemble, de réapprendre ce mot aujourd'hui galvaudé qu'est le vivre ensemble, autour de ce qui fonde notre bien commun, qui est le patriotisme et le service de la France. Et que cette idée aujourd'hui novatrice revienne sur le devant de la scène et soit soutenue par des personnalités de différents horizons doit interpeller dans la perspective de 2022 les futurs candidats à l'élection présidentielle. Moi, je pense... Vous souhaitez que ce soit dans le programme du candidat de droite ? Je pense oui, sur cette question, je pense deux choses qui ne sont pas équivalentes. Je pense qu'il faut recréer un creuset civique, une forme de service militaire obligatoire, certainement pas. Le creuset civique, ça peut être l'école aussi, non ? Ça l'est, oui. Et ça doit l'être, mais ça ne suffit pas. On le sait que, hélas, le service de la patrie, l'amour de la patrie, du drapeau, de l'hymne, et la façon de défendre ensemble des causes justes, qui sont à la fois des causes liées à la sécurité et à l'ordre, on en a beaucoup parlé, mais aussi, comme il le dit d'ailleurs lui-même, des causes liées par exemple à l'écologie, bien sûr. Ce sont des sujets fondamentaux. Ça, ce creuset civique, ce service militaire obligatoire raccourci, 3 mois, 6 mois, un temps pendant lequel on donne de son temps à la patrie me semble indispensable. Et en parallèle, je crois que devant l'explosion de la délinquance, entre autres des mineurs, qui est un autre sujet, moi je plaide pour la création dans chaque département français, ça existe ici ou là, de ce qu'on appelait les EPID, ces établissements publics d'insertion par la défense, c'est-à-dire une rééducation par l'encadrement encadré par des militaires. Comme Ségolène Royal avait proposé en 2007. Ces EPID ont été développés dans quelques territoires. Je crois qu'aujourd'hui, si on pouvait avoir ce type d'établissement dans chaque département français, on ferait une sacrée avancée pour régler la question de la délinquance des mineurs. Et vous arrivez à être d'accord dans la même réponse avec Jean-Luc Mélenchon et avec Ségolène Royal, ce qui est quand même un double exploit. Parce que au-delà des intérêts partisans, ce qui compte, c'est l'intérêt général et c'est la France. Oui. Salia. Guillaume Pelletier, le Conseil d'État a ordonné avant-hier au gouvernement de revenir au plus vite sur sa mesure limitant les cérémonies religieuses à 30 fidèles. Elle était absurde, cette règle ? Oh que oui. Elle était le symbole et le symptôme d'une bureaucratie française qui est en train, du global, qui est en train d'asphyxier le local, le rural, la proximité. Appliquer de manière péremptoire, définitive, une même jauge de la petite chapelle à la plus grande des cathédrales, et cela concerne tous les cultes, est l'expression parfaite de ce que les dirigeants français sont devenus. On pourrait poursuivre d'ailleurs le raisonnement... Principe d'égalité sur le papier. Oui, principe d'égalité, d'une idiotie guignolesque, absurde. On pourrait d'ailleurs poursuivre la métaphore sur ces fameuses polémiques liées aux pistes de ski. On ouvre les stations de ski, mais on ferme les remontées mécaniques. Enfin, vraiment... Parce que dans une remontée, on est plusieurs collés, alors qu'en plein air... Oui, bien sûr. Mais par contre, on a le droit de prendre le métro, mais pas de se balader en forêt. Bref, on voit bien l'absurdité complète de ce système. Et d'ailleurs, je veux profiter de cette question, si vous me le permettez, parce que c'est bien de dénoncer, mais enfin, c'est beaucoup mieux que de proposer. Ouais. La France est en train de mourir de cette hyper-bureaucratie. Nous sommes dirigés depuis plusieurs décennies, voire sans doute depuis plusieurs siècles, si j'en crois les mots de Jean-Louis Borloo qui parle des fermiers généraux, par pas loin de 1000 hauts fonctionnaires qui, quels que soient les pouvoirs élus par le peuple, continuent à diriger notre pays. Il faut qu'il change en cas d'alternance. Je propose, comme aux États-Unis. Je propose, oui, comme aux États-Unis. On l'a vu avec l'arrivée de Joe Biden. C'était le cas d'ailleurs à l'arrivée de Donald Trump ou à celle de Barack Obama, qui change chaque année 4000 hauts fonctionnaires américains à chaque fois qu'un nouveau président est élu. Paralyse aujourd'hui. Je pense que si l'exécutif reprend la quintessence de ce qui fait la noblesse de la politique, c'est-à-dire la capacité à décider et à faire et aller au bout d'une logique, et cesse d'accepter que toute décision politique est systématiquement contestée, détournée par ces hauts fonctionnaires. Vous savez que quand un ministre prend une décision, et quand une loi est votée, le temps que le décret d'application soit mis en œuvre, en général, le décret ne ressemble pas à la loi. C'est 6 mois, 12 mois de perdu. Oui, je souhaite un électrochoc, un choc de débureaucratisation,
pour dire que les 1000 hauts fonctionnaires français seront révoqués ou révocables par le futur président de la République en 2022 dans les 3 mois qui suivent son élection. Je plaide aussi pour qu'il y ait un plafonnement de la rémunération de ces hauts fonctionnaires. Vous savez que pas loin d'1 millier sont plus payés que le président de la République. On marche sur la tête. C'est parce qu'on a baissé le salaire du chef de l'État et des ministres. Il a été baissé, vous savez, par François Hollande. Et je vais même plus loin. Je regardais une enquête. 60% environ des ministres depuis l'an 2000 sont issus de l'ENA et de Sciences Po. Et ça pose problème ? C'est le même moule, c'est le même monde. Et ça, moi, ça me pose un problème. Et donc, je souhaite que dans le prochain gouvernement, à partir de 2022, il y ait un plafond, je ne sais pas si c'est 20%, 25%, 30%, en tout cas qu'au moins 2/3 des ministres ne soient pas issus de ces grandes écoles. Des quotas de ministres non énarques. Ah oui, si on pouvait sortir de cette bureaucratie, de cette technocratie, de cette énarchie, de ces gens qui se ressemblent, qui pensent tous pareil, qui ont été formés de la même manière... Et vous-même, vous êtes énarque, vous venez de Sciences Po ? Ah non, moi je ressemble aux Français, c'est-à-dire que moi mes parents sont issus de la classe moyenne, j'ai fait l'école de la République, je suis un petit prof d'histoire-géographie à l'origine. Mais puis vous avez après, fait une grande école ? pendant 8 ans, j'ai eu la chance de créer une entreprise et en plus, j'ajoute ce qui a changé sans doute mon approche, j'ai été élu maire d'une commune rurale puis président d'une communauté de communes. Vous pensez que ça fait forcément des bons ministres ? Moi je l'ai vu, vous savez, à ma propre échelle. Il faut toujours être lucide sur soi-même. Moi, les erreurs que j'ai pu commettre et même dire venaient d'un manque forcément de maturité, du temps qui passe, mais d'expériences diverses. Le fait d'avoir été fonctionnaire et chef d'entreprise, le fait d'être aujourd'hui député, après avoir été maire d'une commune rurale, ça vous fait comprendre que le monde est complexe. Ça vous fait comprendre que la politique commande l'écoute, la proximité, le terrain, et ce principe central qui est oublié aujourd'hui, le principe du bon sens. Moi, j'appelle et je plaide pour une révolution du bon sens. C'est ce qui manque le plus dans notre pays aujourd'hui. Guillaume Pelletier, à la question qu'a posée Salia il y a 6 minutes maintenant, vous condamnez les fidèles catholiques qui se sont réunis à plus de 30, comme on a pu le voir dans certaines églises le week-end dernier. Non, parce que je considère que... Vous pensez qu'ils ont raison de désobéir à cette jauge, à la décision qui a été prise ? Chacun avait bien compris l'absurdité totale. Donc désobéissons dans les églises, désobéissons dans les stations de ski. Ah mais moi, je vais même beaucoup plus loin. J'aimerais... d'ailleurs, je vois ce mouvement monter, que le président de la République entende par exemple la colère légitime de nos restaurateurs. Vous savez qu'on est le dernier... Guillaume Pelletier, je vous propose d'en parler dans un instant. On va essayer de faire de temps en temps des titres à l'heure. C'est le cas, il est 8h50 et on poursuit juste après. Voici Mélanie Delaunay. Gérald Darmanin liste 7 péchés capitaux dans la police devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur estime en particulier que la formation initiale des policiers doit être plus importante. Il admet qu'il y a peut-être un problème structurel après plusieurs cas de violences policières. Après 1 an d'engagement, on peut désormais changer de complémentaire santé à tout moment sans attendre la date anniversaire du contrat et sans pénalité. Aux États-Unis, le laboratoire Moderna dépose une demande d'autorisation en urgence de son vaccin contre le Covid. Elle sera examinée le 17 décembre par les autorités sanitaires. Elles doivent se prononcer dès la semaine prochaine sur le vaccin développé par Pfizer. Le directeur de course du Vendée Globe parle d'un dénouement presque miraculeux. Le skipper Kevin Escoffier, secouru cette nuit par Jean Le Cam. Il avait déclenché sa balise de détresse à cause d'une voie d'eau sur son voilier à plus de 1000 km au large de l'Afrique du Sud. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Braquia, Marc Fauvel. Pas de réouverture avant le 15 janvier, au mieux pour les restaurateurs. Guillaume Pelletier, je vous ai coupé la parole il y a quelques instants. Vous alliez nous dire quoi ? Vous souhaitez eux aussi qu'ils rouvrent dès aujourd'hui et tant pis pour la loi, tant pis pour la règle ? Non, il faut toujours respecter la loi. Mais enfin, non, vous nous avez dit il y a 2 minutes pour les églises, c'est pas le cas. Non, j'ai dit que cette proposition, c'était pas une loi, c'était une demande du président de la République et du Premier ministre qui a immédiatement été jugée, y compris par les membres de la majorité, comme absurde, qui a été déféré au Conseil d'État. Le Conseil d'État, de manière très rapide, a dit que donc qu'ici ou là, je préfère qu'on respecte évidemment la loi. Je le dis avec clarté, mais quand quelque chose ne va pas, quand quelque chose ne fonctionne pas, on va s'arrêter un instant sur la question des restaurants. Selon les chiffres, 30 à 60% de nos restaurateurs en France vont mettre la clé sous la porte. 30 d'après l'UMI, leur principal, voilà. 30%, et 60% j'entendais d'ici 12 mois si il n'y a pas un électrochoc rapide. On va être le dernier pays d'Europe à rouvrir nos restaurants. Vous avez parlé du 20 janvier,
il est même probable que ce soit début février, si l'on en croit les expressions si pour la le moment situation claires, sanitaire ne le permet pas. du ministre. Moi, je demande au président de la République, plutôt que de perdre du temps en réunionnite aiguë sur un article 24 lié à la sécurité globale, de recevoir immédiatement tous les représentants des restaurateurs et de prendre une décision pour que, dès le début de la semaine prochaine, on puisse rouvrir les restaurants et les bars dans notre pays en respectant un protocole sanitaire strict. Tous les pays, les Italiens, les Espagnols sont en train de rouvrir et vont tous rouvrir avant Noël. Vous savez mieux que nous que le problème aujourd'hui dans les restaurants, c'est que par définition, on y mange sans masque, qu'on est plusieurs à table et que c'est là que le virus circule le plus. Qu'est-ce que vous faites? Quel protocole? On l'a bien fait en sortant du premier confinement au mois de mai, rappelez-vous. Et on a vu ce qui s'est passé cet été, non? Vous croyez que c'est lié au restaurant? Ou c'est lié à l'incapacité du gouvernement à avoir anticipé la deuxième vague? C'est pas lié au restaurant, la reprise de l'épidémie, entre autres au restaurant, au comportement cet été. Les restaurants n'y sont pour rien. La première, il ne s'agit pas de les montrer du doigt. Je précise évidemment que les restaurateurs n'y sont absolument pour rien. Dans votre question. Moi, je le dis parce que personne ne le dit jamais. On est toujours en train de s'attarder sur les conséquences. Quelle est la cause de ce que nous vivons aujourd'hui? C'est l'incapacité du gouvernement français à avoir anticipé le deuxième confinement. Je vais vous prendre un seul exemple. Vous savez ce qu'ont fait les Britanniques? Ils ont créé en express des hôpitaux de campagne, ce qu'on appelle des hôpitaux provisoires, pour soulager les urgences. 4000 lits de réanimation par hôpital provisoire, ce qui a permis de désengorger les urgences et de rouvrir beaucoup plus vite un certain nombre d'activités. Mais là, c'est déjà trop tard quand on crée des lits à l'hôpital. Oui, mais avec ce gouvernement, c'est toujours trop tard. Oui. Donc si on veut pas un troisième confinement, si on veut anticiper ce qu'il se passera, il faut parler de ces hôpitaux de campagne, de ces moyens supplémentaires pour les hôpitaux, de ces formations. Ces gens arrivent à l'hôpital. Pourquoi vous parlez des hôpitaux de campagne, de la création d'hôpitaux de campagne, alors que déjà on veut éviter que ces gens soient malades? Mais parce que, quel est le rôle d'un homme politique? C'est de dire deux choses, à égalité. Il faut, tout faire pour mieux soigner les malades. Et il faut que chacun comprenne bien qu'on a stoppé l'économie française pour une raison simple. Pas parce qu'on ne pouvait pas les soigner, on a des remarquables soignants. C'est qu'on n'avait pas assez de place dans nos hôpitaux. C'est ça l'essentiel et le problème numéro 1. Et le second, dans certains hôpitaux, Guillaume Pelletier, il y a des moments où on a dû trier les malades? On a atteint le nombre maximal de lits dans certains hôpitaux. Pendant une partie du premier confinement et pendant le second, on a failli. Oui, on l'a jamais atteint. Et certains, d'ailleurs, de vos confrères qui ont fait des reportages, il n'y a pas eu de preuves pour le moment. Les commissions d'enquête le diront. Un certain nombre de directeurs de services ont évoqué, en Auvergne-Rhône-Alpes ou en région parisienne, cette immense inquiétude. On verra ce que dira la commission d'enquête. Donc, à égalité, traiter la question de la santé, mais il ne faut pas oublier toutes ces femmes et tous ces hommes qui, après une vie de travail, d'efforts et de risques, sont en train de tout perdre. La détresse psychologique, les suicides, les faillites. Personne, Guillaume Pelletier, ne peut minimiser la situation parfois dramatique de cette profession-là. Le gouvernement, à force de ne parler que de questions de santé et d'oublier tous ces Français, ces travailleurs, ces entrepreneurs, ces agriculteurs, ces ouvriers, ces restaurateurs qui n'en peuvent plus, qui n'ont plus aucune perspective. Les aides sur la table mises par le gouvernement ne sont pas suffisantes aujourd'hui? Mais ce sont des effets d'annonce. Je crois que c'est dans un journal 86 milliards d'euros d'effets d'annonce, ça fait cher l'effet d'annonce. Ah oui, demandez aux commerçants et aux artisans ce qui va arriver concrètement. Demandez à un restaurateur si le report de charges est suffisant quand il n'y a plus une seule recette. Est-ce que je résume vos propos? Est-ce que je les résume mal si je dis le conseil scientifique, ça commence à bien faire? Ah oui, c'est la même chose que sur la bureaucratie. Ça suffit maintenant, on arrête d'écouter les conseils scientifiques. Les experts ont pris le pouvoir en les France. Restaurants. Oui, les experts ont pris le pouvoir, les bureaucrates. Et le protocole sanitaire, on le bâtit sans l'avis des scientifiques. Enfin, j'espère qu'un président de la République, un ministre est suffisamment compétent, avisé pour, à partir d'éléments fournis par les scientifiques et les médecins, mais en écoutant aussi un secteur économique qui est en train de s'effondrer, capable de prendre des décisions courageuses. La vérité, c'est qu'on a un gouvernement qui est obsédé uniquement par la crise sanitaire et qui a oublié de voir en face l'effondrement économique et social de notre pays. Moi, j'attends pour les restaurateurs donc une ouverture rapide, un protocole sanitaire strict, comme pour les stations de ski d'ailleurs et comme pour tant d'autres secteurs. Et j'attends des aides beaucoup plus concrètes que de simples reports. Il faut un électrochoc pour l'économie française. Il faut dire à tous ceux à qui on a dit « vous ne pouvez plus travailler »,
vous êtes obligé de fermer, eh bien vous allez, par exemple, pour 2020 et 2021, ne pas payer de charges du tout. Ça, c'est du concret. Ça, c'est pas du blabla. Et c'est ce qu'attendent nos compatriotes et c'est ce qu'avec Damien Abad, nous proposons à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Guillaume Pelletier, vice-président Les Républicains, député de ce même parti du Loir-et-Cher. Merci à vous d'avoir été ce matin sur France Info.